Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session où on va parler de stockage, mais du stockage de bases de données et donc des services de bases de données. On en a deux grandes catégories. Alors, je vais parler des deux principaux, à savoir le service RDS et le service DynamoDB. Donc le premier pour les bases de données relationnelles et l'autre pour les bases de données NoSQL. Alors, il existe plein d'autres services à part ces deux-là, qui sont plus compatibles avec l'existant dans l'écosystème du libre ou des bases de données concernant les data warehouse, etc. Là, on va pas en parler parce que c'est pas le sujet concernant la certification visée. Toutefois, sachez que je vous mettrai des liens disponibles pour ceux que ça intéresse. Alors, la grande différence déjà entre SQL et NoSQL, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, la principale différence, déjà, c'est le schéma, la façon de structurer les données. Lorsque l'on a un schéma SQL dans une base de données relationnelle, il faut savoir que SQL, ça veut dire Structured Query Language. Donc, on a un langage de requête structurée. Ça permet, avec une seule ligne de commande bien ficelée, de récupérer tout un tas de données. Par exemple, sélectionne-moi toutes les valeurs qui contiennent Monsieur Durand. Et hop, on va pouvoir récupérer toutes les données inhérentes à Monsieur Durand, voilà en gros. Donc SQL organise le stockage de données sur le principe de tables reliées entre elles, donc je vous ai mis le schéma où vous voyez différentes tables avec des liens qui les lient, et la structure et les types de données sont rigides, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les modifier. C'est fixé à l'avance, avant d'implémenter une logique métier, on va devoir définir ce qu'on appelle le schéma. Donc le schéma, ça va permettre d'avoir une séquence de lignes qu'on va appeler des clés, et dans chacune de ces lignes, aux intersections avec les colonnes, on va obtenir des cellules dans lesquelles on va pouvoir tout simplement avoir un certain type de données dans un certain format. Voilà en gros la principale définition d'une base de données relationnelle. Alors, a contrario, lorsqu'on est sur du NoSQL, eh bien, on stocke et on manipule des documents qui correspondent à des collections d'objets. On pourrait très bien dire qu'on pourrait stocker du NoSQL au format JSON dans du S3, par exemple, si on poussait le concept. Donc ici, je vous ai mis un exemple de format de données structurées version NoSQL, à savoir on aurait l'équivalent de nos lignes et de nos colonnes en même temps. C'est-à-dire qu'on aurait, par exemple, pour la colonne ISBN, eh bien, on aurait la valeur, ensuite le titre d'un bouquin, si on avait par exemple un magasin qui s'appellerait, je sais pas moi, Amazon.com où on vend des livres, eh bien on pourrait dire que le titre du livre qu'on vend, c'est AWS Certified Solution Architect Official Study Guide. On pourrait dire que l'auteur, c'est Joe Barron, que le format, c'est un livre et que son prix, c'est 28$. Voilà, tout simplement dans un fichier texte qui deviendrait un objet qui aurait aussi des métadonnées, aussi des caractéristiques, eh bien, voilà en gros la différence. Si on avait l'équivalent dans une table de données relationnelles, eh bien, vous voyez dans les colonnes, on a l'ISBN, le titre, l'auteur, le format et le prix. Alors en général, quand on parle de base de données dans AWS, on pense RDS. On pense très rarement DynamoDB. Pourquoi ? Parce que historiquement, la base de données qu'on connaît, c'est Microsoft SQL Server, c'est la base de données Oracle, voire la petite base MySQL qu'on a d'un côté, mais on pense pas forcément NoSQL, puisque c'est assez récent, c'est pour les... On va dire que depuis, ça date de 2009, c'est pour les applications qui sont à l'échelle d'Internet. Si vous avez, pour vous donner un ordre d'idée, vous mettez 10 000 milliards de requêtes de mise à jour par jour, sur 24 heures, donc vous pouvez littéralement mettre 10 terabytes de données à jour, ce qui est, en fait est très rare. Vous pouvez encaisser entre, je sais plus, je crois que c'est entre 2 et 20 millions de requêtes par seconde sur plusieurs tables, évidemment c'est sur plein de bases réparties, mais le service en lui-même est capable d'encaisser des charges gigantesques. Donc vraiment c'est un peu, on va dire, particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est le service RDS. Les gros avantages des RDS, c'est la tarification à l'usage. Vous allez pouvoir mettre en place une base de données en quelques clics à la demande, pouvoir faire un proof of concept pour votre direction ou vos experts de base de données en quelques heures.
Le modèle de gestion partagée, c'est ça en fait. C'est que AWS va tout gérer, toutes les tâches, on va dire chronophages, et qui sont complexes. La maintenance des serveurs, l'installation des correctifs, quand on doit patcher les logiciels, les systèmes d'exploitation, quand on doit faire des sauvegardes de bases de données, s'assurer que la sauvegarde est en bon état, qu'on va pouvoir restaurer, gérer la haute disponibilité, s'assurer que le réseau est conforme, etc. On va aussi devoir répondre aux limites de l'évolutivité, mais quand on est débordé parce qu'on n'a pas le temps déjà de gérer le maintien en conditions opérationnelles, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, quand on fait de l'administration en permanence, et bien du coup, on va pas pouvoir répondre aux limites à l'évolutivité, on va simplement dire, bah écoute, j'ai pas eu le temps, faut que je prenne le temps, et pourtant on va peut-être saturer la base, et à un moment, voilà, on va être coincé. Donc également, on va devoir sécuriser les données, on n'a pas forcément sur une base de données en local toutes les connaissances nécessaires pour correctement sécuriser ces données. Donc là, vraiment, le modèle de gestion partagée, c'est presque une plateforme, sauf que le composant unique de la plateforme, c'est la base de données. Voilà, donc on est à la limite sur le PaaS, base de données. Sauf que, on l'a vu, hein, ça s'appelle le Database as a Service. Hein, mais voilà, dans l'idée, c'est du stockage, mais sous forme de base de données. C'est pour ça qu'on est dans cette session, sous forme de base de données. Le support des principaux acteurs de l'industrie, Microsoft SQL Server, je commence par la fin, Oracle, MariaDB, MySQL, Postgre. Alors MariaDB, vous le savez peut-être, hein, c'est la version libre de MySQL, puisque MySQL a été racheté par Oracle, et son principal concurrent c'est Postgre. Je parle en termes de version libre, hein, ce qui fait partie des licences utilisables gratuitement. Et on va avoir en premier le Amazon Aurora. Alors lui, c'est une version développée par Amazon qui supporte la compatibilité avec Postgre sur plusieurs versions et MySQL sur plusieurs versions, mais qui à qui il a offert quasiment toutes les spécificités, on va dire, presque d'Oracle. Voilà. Déjà, Postgre a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vraiment devenu une base, je crois qu'on peut monter des bases Postgre de 64 Teraoctets, c'est juste gigantesque. Voilà, Aurora, c'est la même chose, sauf que vous le mettez sur entre 3 et 6 zones de disponibilité, et les données sont répliquées 6 fois. Donc voilà, c'est un super service que vous allez payer uniquement en fonction des données que vous allez mettre dedans. Donc voilà, ça vaut le coup d'estimer en fonction des besoins. Est-ce qu'on part sur du compatible existant, où on va pouvoir grimper vraiment à une échelle importante en mode cloud, ou est-ce qu'on réécrit en NoSQL pour pouvoir répondre aux besoins? Voilà, là on a un dilemme. Après, à voir en fonction du budget. Et Aurora va répondre, à mon avis, à pas mal de cas d'usage. Alors, ça permet de conserver l'usage des outils habituels, puisque la principale, on va dire, récrimination des administrateurs existants ou des personnes qui bossent sur des environnements on-premise, c'est de dire, oh là, migrer dans le cloud, ouais, mais bon, il va falloir tout réapprendre, tu vois, c'est pas facile, alors que là, non, en fait, c'est exactement la même chose, c'est compatible et vous allez pouvoir utiliser vos outils, les mêmes que d'habitude. La seule différence, c'est que l'adresse de votre serveur, au lieu d'être en local, il va être distant. Mais voilà, c'est... Pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une formation, j'en parlerai à la fin. Ça accélère les performances et la continuité de service. On va parler un tout petit peu d'architecture dans le slide qui suit, et ça permet aux clients donc de se concentrer sur leur métier. Et on est toujours dans la même philosophie, c'est ça qu'il faut retenir d'AWS, c'est que le modèle de gestion partagé permet de délaisser toutes les tâches chronophages et complexes à AWS, dont c'est le métier qui a industrialiser et normaliser la chose pour la simplifier, donc eux ils s'occupent de tout ça, et vous vous occupez de tout ce qui est votre business, donc vos administrateurs et vos équipes informatiques ne doivent pas faire des tâches simples et répétitives, elles doivent devenir des super experts techniques qui vont faire de la recherche et du développement pour pouvoir répondre
aux besoins d'architecture, aux évolutions de vos architectures, de vos environnements, pour utiliser la meilleure infrastructure cloud pour réaliser à la fois des économies et augmenter les performances et la fiabilité. Donc toujours client-centrique, on offre le meilleur service au client. C'est vraiment une philosophie qu'il faut comprendre, et dans la certification, c'est vraiment ça qui est testé pour savoir si vous avez bien compris quelle est la valeur ajoutée du cloud. Si on veut résumer ça simplement, c'est relever les défis imposés par une base de données relationnelle. C'est vraiment le service RDS où vous gérez vos données et Amazon s'occupe du maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure. Alors on va faire un rapide point pour balayer les architectures de référence de base. Alors vraiment je me suis vraiment concentré sur les points les plus importants à retenir, donc la réplication et la sauvegarde. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement sur une architecture de référence de base avec une application qui est dans un sous-réseau public et une base de données de production qui est dans un sous-réseau privé, les deux dans la même zone de disponibilité, eh bien on va prendre la base de production et on va la répliquer dans une autre zone de disponibilité, tout simplement pour pouvoir reprendre l'activité en cas de problème et aussi réaliser des sauvegardes sur cette base de secours pour ne pas impacter la base de production. Donc elle est répliquée de façon synchrone. On va pouvoir également aller soit réaliser des exports de la base de données vers un système de bloc EBS ou vers un système de file system EFS, mais on va aussi aller pouvoir déposer des snapshots dans S3. Également, on va avoir la haute disponibilité. Donc là, l'avantage d'avoir une application qui requête une base de production qui est soulagée puisqu'elle est répliquée vers une base de données de secours, ça permet également d'avoir en cas d'interruption de service une bascule applicative. Donc votre application, elle va tout simplement pouvoir accéder à la base de données de secours si la base principale venait à être indisponible pour une raison X ou Y. Donc là on parle de haute disponibilité. Également, on va voir les réplicas de lecture, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez une base de production qui sature, hein, parce que vous vous rendez compte que vous avez une croissance à laquelle vous ne attendiez pas d'un seul coup. Il y a, je sais pas, un nouveau produit, une campagne marketing, quelque chose, un événement qui fait que, hop, il y a de plus en plus de clients. Eh bien, vous pouvez en quelques clics générer des réplicas de lecture qui vont être synchronisés de manière asynchrone. Donc là, les données, malgré le fait que l'on soit sur une base relationnelle stockée sur du bloc, étant donné qu'elle va être distante, donc sur une autre zone de disponibilité, on risque d'avoir une petite latence sur la mise à jour, et donc d'avoir des données pas forcément consistantes. Mais peu importe, l'avantage c'est qu'au bout de quelques secondes, la donnée est consistante, et on va pouvoir rediriger via l'application toutes les requêtes de lecture. Donc là on va travailler sur, très certainement avec une application load balancer ou avec un Elasticsearch, on va avoir des services qui vont nous aider à rediriger les requêtes de lecture de la base de données directement vers les réplicas de lecture. Du coup, la base de données centrale va pouvoir se concentrer sur les écritures. Et vous allez pouvoir petit à petit faire évoluer votre infrastructure sans, comment dirais-je, difficulté. Vous allez voir, c'est vraiment quelques clics. Voilà, donc je vous l'avais dit, c'était très rapide, juste un petit coup d'œil sur les archives de référence. On va passer au cas d'usage. Alors, très simplement, la même chose que vous faisiez chez vous, c'est-à-dire avec de l'Oracle ou du SQL Server, vous pourrez le faire avec du Aurora ou continuer avec du MySQL ou du Postgre. Vous allez pouvoir utiliser, faire du e-commerce, de l'application web, du jeu vidéo, et bien sûr il va falloir migrer les données, et là il existe un service entièrement gratuit qui s'appelle AWS Database Migration Service. Donc j'ai récemment fait une formation dédiée à ce service pour vous accompagner, pour migrer vos bases de données vers AWS. C'est tout en français, et alors là par contre c'est
orienté vraiment sur des ateliers, hein. Là, il y a 15 exercices pratiques et vous voyez, 7-8 petites sessions comment dirais-je, de théorie, mais là c'est vraiment j'ai besoin de migrer ma base de données relationnelles, je veux utiliser DMS, voilà. Donc voilà, j'espère que cette session vous a plu. On va aller dans la console, provisionner une base de données et voir comment on peut y accéder en quelques clics. Mais juste avant, on va quand même voir les cas d'usage de DynamoDB, donc c'est vraiment au sens large, avec, vous voyez vraiment les concepts avec beaucoup d'utilisateurs. Industrie de la publicité en ligne, les jeux vidéo, la vente au détail, la banque, la finance, les multimédias et le divertissement, et les logiciels sur Internet, les logiciels en mode SaaS qui peuvent avoir besoin de répondre à des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Voilà les cas d'usage pour les bases de données NoSQL dans le service DynamoDB.